Bonjour à toutes mes classes de 9e. Alors comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, on va essayer quand même de continuer de travailler ensemble. Et pour ça, je vais utiliser YouTube, je vais utiliser les moyens que j'ai à disposition et vous aurez besoin de votre classeur. Ceux qui n'ont pas leur classeur, je peux imaginer qu'il y en a qui l'ont gardé dans le casier. Pour l'instant, vous ne pouvez pas aller le récupérer, mais vous pouvez très bien travailler sur une feuille à côté. Mais il suffit pas juste de regarder la vidéo, vous imaginez bien qu'il ne va pas vous rester grand chose si vous regardez juste un truc puis qu'après vous allez faire autre chose. Donc essayez de jouer le jeu, prenez une feuille, prenez votre classeur si vous l'avez, ce serait vraiment le mieux. Mais sinon prenez une feuille et puis quand je vais noter des choses, essayez de refaire les dessins, vous pouvez mettre pause, vous pouvez dessiner ce qui vous paraît important pour que le cours fasse du sens. Je ne sais pas ce que ça va donner, c'est la première fois que je fais ça, j'espère que ce sera compréhensible. N'hésitez pas dans la vidéo en dessous en commentaire à écrire des questions, des choses que vous n'avez pas compris. Je referai volontiers des choses pour expliquer, quitte à même refaire une vidéo explicative si besoin. Voilà, donc pour les 9e années, donc on s'est arrêté à ce chapitre 28, on a commencé sur la reproduction des êtres vivants. Donc, vous avez ça sous les fiches. On a déjà parlé du début. On a fait cette première activité, vous vous souvenez, avec le vase. Je vais vous mettre la correction pour ceux qui ont besoin. Donc, c'est ça qu'on avait discuté ensemble. Vous vous souvenez, on avait cette histoire avec le vase et la question de qu'est-ce qui s'était passé avec ces deux semaines pendant lesquelles les fleurs étaient restées dans le vase. Et pourquoi est-ce que ça sentait mauvais, pourquoi est-ce qu'il y avait une couleur différente, etc. On avait discuté ensemble et on en était arrivé à la conclusion ici que si l'eau s'est troublée et commence à sentir mauvais, c'est parce que des micro-organismes se sont développés. Donc on avait vu qu'il y avait en fait dans l'eau peut-être des larves, des choses qui se sont passées, et il y a un cycle de vie qui est arrivé et des petits animaux, des petits organismes, des bactéries, peut-être des virus, peut-être des larves d'insectes, etc., qui se sont développés dans l'eau. Et du coup, voilà, si le milieu est rapidement colonisé, c'est parce que le micro-organisme se développe dedans. En gros, il faut savoir que si on a dans un milieu, donc si on a dans un endroit de la nourriture, donc les fleurs qui se décomposent, vous vous souvenez, les fleurs, ça reste de la nourriture pour les décomposeurs, donc ça crée un environnement dans lequel ils peuvent grandir, ils peuvent se multiplier, et c'est un petit peu de ça qu'on va parler pour la suite. Donc voilà, si vous n'aviez pas déjà copié ça dans votre dossier, vous pouvez mettre pause, vous pouvez copier ce qui vous manque, mais aujourd'hui on va continuer avec les fiches suivantes. Donc la fiche suivante c'est la page 4, donc on est à la page 4, chapitre 28, dans votre classeur, vous devriez le trouver si vous l'avez à la maison, et ensuite faire ça avec moi. Si vous ne l'avez pas sous les yeux, mettez pause, allez chercher votre classeur, prenez de quoi écrire, prenez une feuille, écrivez chapitre 28, page 4, et puis on va commencer ensemble cette prochaine partie. Voilà, donc on est dans cette partie, je vais vous lire l'introduction. On vous dit à chaque organisme son type de reproduction. C'est une question qu'on se pose, est-ce que tout le monde se reproduit pareil ou pas? Alors, on va d'abord aborder une première situation, le point 1 qui est reproduction animale et végétale sexuée. Donc on va expliquer un petit peu, vous verrez qu'il y a des reproductions qui se passent de manière asexuée, donc sans sexe. C'est un petit peu bizarre, mais c'est des choses qu'on va expliquer. Donc déjà, on va regarder maintenant, en premier exemple, ce qui se passe entre les animaux et les plantes. Est-ce qu'ils se reproduisent de la même manière ou pas, et qu'est-ce qui peut être intéressant. Donc on vous dit la reproduction sexuée permet de donner naissance à un nouvel individu. Je vais essayer je peux même vous faire suivre avec ça. Donc donner naissance à un nouvel individu issu de l'union des deux cellules sexuelles mâle et femelle. Donc pour qu'il y ait une reproduction sexuée, il faut un mâle et une femelle. On vous demande d'observer attentivement les deux cycles de reproduction ci-dessous. Donc ceux que vous avez ici et encore en bas, on le montrera après. Place, si possible, les mots suivants sur les schémas. Donc, un mot peut être utilisé plusieurs fois. On vous demande sur les schémas en dessous de placer le mot ovule, spermatozoïde, œuf, graine, fécondation, pollinisation, naissance, accouplement, plantule, cellule œuf et pollen. Donc, je vais vous mettre ça en dessous.
je vais vous laisser le temps de le faire, je vais continuer moi d'expliquer, mais vous pouvez tout à fait maintenant mettre pause et faire l'exercice, c'est-à-dire sur ces deux schémas-là, vous prenez un crayon et vous essayez de mettre où pourraient aller ces différents mots que vous avez ici en haut. Donc ceux que vous connaissez, s'il y en a que vous ne connaissez pas, vous avez Internet, vous pouvez aller regarder un petit peu ce qu'ils veulent dire, et donc essayez de placer ces différents mots au bon endroit pour comprendre et regarder qu'est-ce qui se passe entre un développement végétal, donc des plantes, et un développement animal, donc et voir si on retrouve les mêmes choses. Je vais faire une petite pause ici, et puis ensuite je vais moi expliquer les choses, donc je vous laisse aussi faire pause et regarder ce que vous pouvez faire maintenant. Ok, alors j'espère que vous avez réussi à mettre un maximum de mots. Alors avant de corriger, je vous propose peut-être d'abord de regarder et d'écouter la correction. Et puis ensuite, je vous mettrai une version un peu plus jolie. Donc regardez ce que j'écris simplement. Et puis après, vous aurez le temps pour pouvoir vous-même noter et corriger les choses. Alors la première chose, on a dit que pour une reproduction sexuée, il fallait un ovule et un spermatozoïde. Donc une cellule mâle et une cellule femelle. Donc on commence par ici ces plantes, et chez les plantes, même si c'est peut-être pas forcément un truc que vous avez réfléchi, en fait on a des ovules et des spermatozoïdes. Alors les spermatozoïdes, ils se retrouvent en fait à l'intérieur des grains de pollen. Donc vous avez peut-être déjà vu sur une plante, donc si on prend ici une plante, sur les grains de pollen qui vont se trouver à la surface ici d'une fleur, vous pouvez d'ailleurs commencer à les voir, dehors il commence à y avoir des fleurs que vous pouvez regarder. Donc ici il y a des spermatozoïdes, donc on va noter ici spermatozoïdes. Et ces spermatozoïdes, ils sont, donc on peut préciser, à l'intérieur des grains de pollen. À l'intérieur d'un grain de pollen. Pardon. Donc voilà, à l'intérieur d'un grain de pollen. Donc ça, c'est les spermatozoïdes qui vont se retrouver ici. Le but, ça va être pour ces spermatozoïdes d'aller féconder l'ovule. L'ovule, lui, il va se trouver à l'intérieur d'un ovaire, et donc il va se trouver ici en bas. Donc si on regarde sur la plante, ça va se trouver sur cette partie-là de la plante. Et donc on peut écrire ici qu'il y a un ovule à l'intérieur de l'ovaire. Voilà. Et puis ensuite, comme chez les animaux, le but c'est que le spermatozoïde puisse rencontrer l'ovule pour pouvoir créer une nouvelle cellule, on l'appelle la cellule œuf, la cellule de départ, qui va pouvoir ensuite donner un nouvel individu. Chez les animaux, ce sera un bébé, chez les fleurs, ce sera une graine. D'accord ? Et donc pour que ça puisse se passer, on a besoin, les plantes à fleurs, elles ont besoin d'avoir des insectes. Donc on voit ici qu'on a notre ami l'abeille. Donc on voit que l'abeille ici, elle va venir, et elle va venir passer vers les étamines, donc là où il y a le pollen qui se trouve, et puis elle va, en passant, avoir des grains de pollen qui vont s'accrocher à son corps, et quand elle va aller d'une fleur vers une autre fleur, elle va amener ces petits grains de pollen dans le tube pollinique d'une autre fleur. Donc le pollen, vous allez voir, donc les spermatozoïdes vont se retrouver ici en haut, et sur une autre fleur, on va pouvoir descendre le grain de pollen, donc les spermatozoïdes vont pouvoir descendre et venir ici en bas polliniser féconder l'ovule qui est ici en bas. Et si ça se passe bien, ici vous avez l'exemple de ce qui se passe avec un ovule qui va être fécondé, qui va pouvoir du coup créer une graine. D'accord ? Donc ce qu'on peut rajouter comme légende, c'est qu'ici on va avoir notre amie l'abeille qui va faire, quand elle va, donc cette partie ici, c'est la pollinisation. D'accord ? Donc c'est cette situation où le pollen arrive sur une autre fleur, et ça va aller ici faire, si tout se passe bien, là en bas, donc vous pouvez mettre une flèche ici en bas, pour écrire que c'est la fécondation.
Donc la fécondation, c'est la rencontre entre le spermatozoïde, le pollen, qui va ici descendre pour aller féconder l'ovule ici en bas. D'accord? Et si tout se passe bien, ça va créer ce qu'on appelle une cellule œuf. Donc cette première cellule de la future petite plante, hein, donc ici dans ce cas-là, ça va faire une graine. Ce qu'on peut rajouter, ce qu'on peut se poser comme question, c'est que, ok, il y a eu cette pollinisation qui a pu se passer, mais on voit que sur la même fleur, donc si vous allez dehors et que vous trouvez une fleur et que vous regardez, en fait, sur la même fleur, il y a les étamines ici en haut avec la partie où il y a donc le pollen, et le pistil avec en bas l'ovaire, donc dans la même fleur. Donc la fleur pourrait elle-même se faire un bébé toute seule. Hein, elle pourrait amener ses spermatozoïdes pour féconder son propre ovule et faire un bébé toute seule. Alors, ça arrive des fois, hein, il y a des plantes qui font ce qu'on appelle une auto-fécondation, on en reparlera plus loin. Donc ça se peut, hein, qu'une fleur, elle se féconde elle-même. Ça marche par exemple très bien avec les plantes de tomates. Hein, j'ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps chez moi. Si vous avez une fleur de tomate et puis qu'il n'y a pas d'insecte qui peut venir la féconder, parce que par exemple, moi dans mon cas, c'est une plante de tomate qui est en train de pousser dans ma cuisine. Donc voilà, vous voyez là, ça c'est ma plante de tomate que j'ai dans ma cuisine, et puis du coup, elle peut pas se faire féconder par des insectes parce que j'en ai pas, hein, il n'y a pas d'abeilles qui peuvent venir passer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tapoter sur les fleurs qui se trouvent sur la plante. Je vais essayer de vous montrer à quoi elles ressemblent ces fleurs. Donc voilà, vous voyez cette fleur, et puis cette fleur, elle pourrait se faire féconder si j'étais à l'extérieur, mais comme ma fenêtre elle est fermée, ou bien que simplement il fait trop froid, qu'il n'y a pas encore d'abeilles en ce moment, du coup j'ai juste tapoté dessus, et puis si j'ai de la chance, le pollen va pouvoir féconder l'ovule à l'intérieur, et puis je vais me retrouver avec des tomates qui vont commencer à pousser sur la plante. Donc voilà, ça peut arriver, ça peut se passer cette auto-fécondation, mais ça comporte quelques petits soucis, je vais vous en parler tout de suite. Donc un des soucis qu'on va avoir si on fait ce qu'on appelle cette auto-fécondation, donc si la fleur se féconde elle-même, c'est que du coup elle ne va pas mélanger ses gènes, donc mélanger les petites différences qu'elle a avec une autre fleur sur un autre arbre. Et le problème de faire ça, c'est que si on fait ça trop souvent, on peut après avoir des problèmes génétiques, ou bien peut-être moins bien résister à certaines maladies par exemple. Donc la fleur, elle veut, si possible, que la pollinisation elle puisse se passer. Donc son objectif, ça va être quand même de faire en sorte que l'abeille puisse venir prendre le pollen, et que ce soit le pollen d'une autre fleur qui vienne féconder l'ovule. Et d'ailleurs pour ça, en général, les fleurs, elles ont même une espèce de stratégie où le pollen ne sera pas prêt en même temps que l'ovule, et donc c'est souvent plus compliqué pour que la plante soit fécondée par elle-même. Donc normalement, dans la nature, si il fait beau dehors, s'il y a des insectes qui se baladent, la pollinisation, elle va se faire à partir d'une autre fleur qui ne sera pas la même. D'accord ? Donc voilà, donc si tout se passe bien, on a, je résume, donc les spermatozoïdes qui se trouvent sur le pollen, qui vont se retrouver accrochés à une abeille ou à un insecte, qui va aller sur une autre fleur pour accrocher ce pollen en haut du tube pollinique de la fleur. Ce pollen va descendre, le spermatozoïde va descendre pour aller féconder ici l'ovule qui se trouve au bas du pistil. Et ça va nous donner ici une nouvelle cellule œuf qui va se transformer en graine. Donc si on regarde la suite de ce cycle, qu'est-ce qui se passe ? Cette graine, vous avez déjà tous vu ça sur un arbre, la graine, elle va se transformer et elle va nous faire un fruit. D'accord ? Donc en fait, le fruit qui se trouve ici, à l'intérieur, il y a le bébé, il y a la graine de l'arbre qui va commencer à se développer. Et je vous pose une question, vous pouvez y réfléchir, sur mes pauses, essayer de trouver le pourquoi. Pourquoi est-ce que la plante, elle s'est embêtée avec sa petite graine à faire autour un énorme fruit, hein, des fois il est assez gros, hein, ça peut être un fruit. Pourquoi est-ce qu'elle fait un fruit autour alors qu'elle pourrait juste créer la graine et puis la graine tombe par terre ? Hein, ce serait plus logique, ça lui prendrait moins de temps de juste faire une graine, si c'est juste la graine qui est importante. Et pourquoi elle s'amuse à créer tout un fruit autour qui va avoir une belle couleur, qui va avoir en général du sucre, etc. Ça lui sert à quoi de faire ça ? Donc réfléchissez, je vous laisse quelques minutes, mettez pause, essayez de réfléchir au pourquoi de la chose.
Ok, alors j'espère que vous avez eu le temps de trouver une réponse à cette question. Je vais vous donner la réponse, on va essayer de comprendre ensemble. Donc en gros, la graine, c'est effectivement embêté à créer tout un fruit autour. Et ce fruit, en fait, il a un rôle, c'est que la graine, puisqu'un arbre, il ne va pas se déplacer, ce serait pas très très malin que la graine tombe au pied de l'arbre pour pouvoir faire une nouvelle plante. Parce que simplement, à ce moment-là, on aurait deux arbres qui poussent l'un à côté de l'autre, ou l'un sous l'autre, et puis c'est pas très utile, c'est pas comme ça que la plante, elle veut pouvoir euh, prendre le plus de place dans le milieu. Les arbres, leur but normalement c'est de pouvoir coloniser un milieu, de pouvoir prendre le plus de place possible, et puis s'ils poussent les uns sur les autres, du coup c'est pas très très malin. D'accord. Donc, une des stratégies qui a été inventée par les plantes, c'est de créer un fruit autour de la graine. Et puis ce fruit, vous le voyez en dessous, hein, la réponse elle était presque dessinée à côté. Il y a ces animaux qui vont venir et qui vont se nourrir des fruits. Donc par exemple, je ne sais pas ce que c'est comme fruit ici, on peut imaginer que je sais pas, c'est une cerise ou un truc comme ça. Et puis on voit qu'il y a cet oiseau qui va venir et qui va venir manger le fruit. Et donc s'il vient manger le fruit, ce qui va se passer, c'est que la graine, soit il va la faire tomber un peu plus loin, soit des fois même carrément la graine elle va passer dans son système digestif, hein, donc elle va rentrer, il va la gober, hein, il va tout manger d'un coup. Et puis plus loin, plus tard, une fois qu'il aura fini de manger, digérer, le noyau, la graine, va ressortir par son anus, hein, et puis va se retrouver quelque part dans le sol pour pouvoir pousser et faire un nouvel arbre. D'accord. Donc ici, vous pouvez rajouter sur le schéma, donc on voit que cette graine, elle va tomber, donc là, vous pouvez mettre que ça, ici, c'est la graine. Donc ici, on peut dire que ça c'est la graine, d'accord. Et ensuite, cette graine, je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça chez vous, mais ça marche très très bien. Vous pouvez prendre une graine, essayer de la mettre dans des conditions où il y a, vous voyez, suffisamment d'humidité. Hein. Là, on vous dessine que la graine, il lui faut de l'humidité. Il faut qu'elle puisse être plantée dans un certain sol qui fonctionne bien. Et puis, si tout marche bien, cette graine va se transformer en plante et va commencer à pousser. Je vais vous montrer un petit exemple de ce que j'ai encore chez moi. J'ai plein de petites expériences comme ça. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez voir ici, c'est un noyau d'avocat, enfin une graine d'avocat que j'ai planté. Donc là, il y en a deux à deux stades différents. Il y en a un, l'avocat qui est ici en bas, c'est juste la graine. Alors je l'ai mis dans de l'eau. Puis avec un peu de chance, si tout se passe bien, il va y avoir après des racines qui vont se faire ici en dessous. Et puis la plante qui va commencer à pousser ici en haut. Et vous avez un exemple derrière, ça c'en est une qui a bien marché, que j'ai gardée pendant assez longtemps dans de l'eau. Puis maintenant, on espère que elle va continuer à pousser maintenant que je l'ai mis dans la terre. Mais on voit que depuis ce noyau, qui se trouve encore par là-bas en dessous, hein, il y a toute une plante qui a poussé, des feuilles qui se sont développées, donc une nouvelle plante qui a grandi à partir de la graine, à partir du noyau de la plante qu'on avait de base. D'accord. Donc ça, c'est un exemple de ce qui se passe avec un cycle comme ça de plantes. Et donc ensuite, on continue avec des termes qu'on peut noter, notamment ici en haut, on peut appeler ça une plantule, donc le début d'une petite graine qui est en train de germer, on peut appeler ça une plantule. Voilà, donc ça finit le cycle, donc une fois qu'on arrive à la plantule, vous voyez que ça recrée ensuite un arbre complet, qui, une fois qu'il sera devenu adulte, donc il aura aussi des fleurs, qui va aussi faire des fruits, et on va ensuite continuer comme ça, donc refaire ce cycle complet qui va se répéter, et puis c'est comme ça que les arbres se reproduisent. Voilà, donc ça c'est pour les arbres, c'est quelque chose que vous connaissiez un petit peu moins. Ensuite, on peut faire le même travail pour les animaux. Donc on peut passer à la partie ici en bas, avec ce qui se passe chez les animaux. Alors là, en général, on connaît un petit peu mieux parce que c'est pareil chez nous. Donc si vous n'avez pas encore noté les mots sur la partie animale, je vous laisse mettre pause et puis essayer de compléter. Et puis si vous pensez que vous pouvez même compléter mieux, parce qu'on vient de parler maintenant des plantes, faites-le. Et puis sinon, moi je vous mets maintenant cette correction de ce qui se passe chez les animaux. Donc chez les animaux, c'est pareil, on commence aussi par un spermatozoïde. Donc ici, le spermatozoïde. D'accord. Et l'ovule, bien sûr, aussi ici.
Alors, avant de continuer, j'aimerais juste faire une petite pause. Il faut parler d'un truc qui j'ai trouvé vachement intéressant. Et si vous avez le temps, essayez de le trouver parce que c'est vraiment pas mal. Donc c'est ce livre-là qui s'appelle La grande aventure du sexe. C'est un YouTuber qui s'appelle Dirty Biology. Là aussi, ça peut valoir la peine d'aller voir certaines de ses vidéos. Il fait des trucs vraiment intéressants. Et dans ce livre, il y a plein de petits dessins, de trucs hyper cool qui expliquent un petit peu cette reproduction. Je vais essayer de vous trouver 2-3 exemples intéressants dans le livre que je vais vous mettre ici. Mais sinon, après, je vous laisserai aller vous-même chercher ça. Et vous verrez qu'il y a vraiment plein de trucs hyper drôles et sympas. Donc si vous pouvez, je sais pas moi, le commander quelque part et puis qu'il arrive par la poste pendant que vous êtes bloqué à la maison, c'est une lecture qui peut être vachement intéressante et complémentaire à ce qu'on est en train de faire ici en classe. Alors voilà un petit exemple. Donc par exemple, dans ce livre, à un moment, il parle justement de cette différence entre les gamètes. Donc les gamètes, c'est le terme qu'on utilise pour parler des spermatozoïdes et des ovules, peu importe, hein, ça veut dire les deux. Donc les spermatozoïdes et les ovules sont de taille différente. D'accord. Donc on voit que chez les êtres humains et chez pas mal d'animaux, on a en général le mâle comme celui qui a le plus petit gamète. Donc c'est ce petit spermatozoïde qui est une cellule très petite et du coup mobile qui va se déplacer. Et en général, la femelle, c'est celle qui va produire un grand gamète. Donc ici, dans ce qu'on voit à droite, l'ovule. Donc lui, il est très gros par rapport au spermatozoïde. Et là aussi, dans la BD, ils expliquent un petit peu pourquoi. Je vais vous faire une petite explication vite fait avec un exemple. Donc je vous explique ça va un petit peu plus loin que ce qu'on est censé forcément faire dans le cours, mais je trouve intéressant d'avoir une idée de pourquoi c'est comme ça, pourquoi l'ovule en fait est beaucoup plus gros que le spermatozoïde. En fait, si on prend des espèces qui fonctionnent de manière un peu plus simple que les êtres vivants compliqués, comme les mammifères, etc., on peut avoir justement en général des espèces qui vont produire des gamètes, donc des cellules sexuelles de la même taille. Donc là, ils ont pris 3 exemples d'êtres vivants qui font les 3, vous voyez, des gamètes qui sont toutes de la même taille. Par exemple, imaginons c'est des champignons. Mais la stratégie qui maximise le nombre de descendants sera celle qu'on retrouvera des générations et des générations plus tard. Donc si on arrive à faire plus de descendants, donc s'il y a un individu qui peut avoir plus d'enfants, bah c'est lui qui va un peu gagner sur les autres au final, si on laisse un long temps se passer, hein, c'est ce qu'on peut appeler la sélection naturelle. Donc on voit qu'ici, si l'individu de gauche, le A, il fait plein de toutes petites sexuelles, donc on voit ici à gauche, et ben, il y aura du coup plus de descendants. Le problème, c'est que il va falloir s'adapter, parce que s'il y en a un qui fait les tout petites cellules, il va y avoir un problème. Je vous montre ça sur l'image d'après. Donc voilà, donc ça veut dire que ces tout petites cellules, en fait, c'est ce qui se passe quand on a du coup inventé ces spermatozoïdes. Mais le problème, c'est que du coup, ils sont un peu pourris, comme ils disent là, parce que du coup, ils apportent aucune ressource. Hein. S'ils sont tout petits, du coup, ils ont pas avec eux de la nourriture pour faire un futur embryon, pour faire un futur bébé. Et donc, potentiellement, si on garde juste ce truc où il y a des cellules moyennes et des cellules tout petites, les embryons seront ont moins de chances de bien fonctionner que un individu qui serait fait, un bébé qui serait fait avec 2 gamètes de même taille. Vous voyez ici, si on prend deux cellules sexuelles qui sont de taille normale, on a un enfant, un gamète qui va bien. Un embryon qui va bien. Et donc, du coup, il y a une autre adaptation qui s'est produite une fois qu'il y a eu les spermatozoïdes qui ont été inventés. C'est une stratégie inverse qui est donc payante, faire beaucoup moins de gamètes. Donc, il y en a un des deux qui va faire beaucoup moins de gamètes, mais de les faire très gros, avec plein de ressources dedans. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc on a des tout petites cellules qui ont été inventées, c'est les spermatozoïdes, et du coup à côté des très grosses cellules qui ont été développées pour pouvoir faire justement du coup l'ovule. D'accord. Et quand on les met ensemble, on a beaucoup d'énergie qui sont ici, et eux ils sont très mobiles, donc ils peuvent se déplacer puis arriver jusqu'à l'ovule pour pouvoir faire le bébé. Voilà, donc c'est une petite parenthèse dans ce livre, je vais repartir sur le cours, mais sachez que ce livre il est vraiment sympa et moi je vous conseille sa lecture, c'est drôle, ça va dans tous les sens et on peut comprendre plein de trucs supplémentaires sur la reproduction. Donc on va reprendre ce qu'on avait avant le document du classeur, et donc on a les spermatozoïdes qui vont pouvoir rencontrer l'ovule et ils vont aussi faire comme on a vu chez les plantes, ce qu'on appelle ici aussi la fécondation.
D'accord? Donc la fécondation, c'est la réunion, la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde pour pouvoir fabriquer eux aussi ce qu'on va appeler la première cellule, donc la cellule œuf. D'accord? C'est la première cellule d'un futur bébé. D'accord? Cette cellule œuf, il va y avoir ce qu'on appelle un développement embryonnaire. Donc cette cellule œuf qui va se trouver à l'intérieur de la femelle, donc chez la maman, va se développer. Donc vous voyez que la cellule, elle part de une cellule ici, et on va après, elle va se multiplier, ça va faire 2, 4, beaucoup. Et chez certaines espèces, donc par exemple les tortues, il va y avoir des œufs. D'accord? Donc ici en bas, vous pouvez préciser que ça, ce sera du coup les œufs. Les œufs, ils vont, dans le cas précis de la tortue, se retrouver dans une espèce de nid sous terre, et puis ils vont être réchauffés par le soleil, jusqu'à ce qu'à l'intérieur se développe un petit embryon qui va grandir, qui va utiliser les réserves qui se trouvent dans l'œuf pour pouvoir se développer, et jusqu'à ce qu'après il y ait la naissance, d'accord, donc avec un bébé qui va naître. Ce bébé, il va de nouveau grandir, et puis une fois qu'il sera adulte, donc qu'il aura acquis la capacité de pouvoir se reproduire, donc il aura des organes reproducteurs qui se seront développés, un pénis ou un utérus, et donc du coup, il y aura cette fois-ci de nouveau ce qu'on peut appeler ici un accouplement. Voilà. Et on continue, on recommence. Donc c'est comme ça que vont se développer les bébés. Donc c'est comme ça qu'on va développer la vie. Donc c'est ces cycles de vie. Donc là on a vu ensemble donc un cycle de vie végétal et un cycle de vie animal. D'accord? Je vois qu'il manque juste encore le mot naissance. Donc effectivement vous pouvez le rajouter ici. Donc là c'est la naissance du bébé. D'accord? Alors pour ceux qui aiment bien mon écriture, vous pouvez mettre pause ici et puis donc compléter tout ça sur votre feuille si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'avez pas votre cours de bio, votre classeur, vous pouvez refaire rapidement ces cycles dessinés sur une feuille et mettre ces différentes étapes comme on vient de les voir. Pour les autres, je vous mets tout de suite le corrigé un peu plus joli et mieux écrit. Donc voilà, ceux qui veulent mon écriture, mettez pause maintenant. Les autres, je vous mets le corrigé. Donc voilà le corrigé avec donc une écriture un peu plus lisible peut-être. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il vous faut rajouter sur votre feuille. Et surtout avoir compris, hein, ce n'est pas le but d'apprendre juste par cœur ces mots qui sont là, mais j'espère que vous avez compris les différentes étapes qu'on va avoir pour passer d'un à l'autre. Donc je vous laisse mettre pause pour ceux qui veulent copier ça. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. J'en referai certainement un dans la semaine parce que j'aimerais voir un petit peu comment ça marche. J'aimerais vos retours aussi là-dessus. Donc vous pouvez, dans le groupe de la classe, écrire votre retour. Vous pouvez aussi faire des commentaires en dessous de la vidéo ici sur YouTube que je viendrai lire aussi. S'il y a une question plus particulière, vous pouvez m'envoyer un message directement. Mais donc essayez vraiment de participer à ça, c'est pas juste une vidéo qu'on regarde une fois comme ça. Et puis je pense que dans la semaine, j'essaierai de faire une vidéo pour la page 5 et 6 qu'on essaiera de faire aussi pour avancer un petit peu ce chapitre ensemble. Mais voilà, donc pour l'instant, j'espère que vous avez compris. Posez vos questions, avertissez vos camarades s'il y a encore des personnes qui ne sont pas sur les groupes ou qui ne se connectent pas très souvent. Dites-leur que vous avez vu qu'il y a quelque chose à faire en bio et puis partagez ça. Donc je vous recontacte très bientôt pour la suite. Voilà, bonne journée.